Valère Bessala. Sur cette question-là, les deux premiers intervenants semblent retirer le droit de s'exprimer ou de revendiquer un gouvernement. Nous n'avons pas dit cela. Bon, revendiquer le gouvernement, ça vous ne leur accordez pas. Valère Bessala, comment analyser la sortie du GECAM? Hors sujet? Hors sujet. Revendiquer un gouvernement n'est pas dans les cordes du GECAM. Le GECAM n'est pas une structure politique. Le GECAM est une structure d'affaires, une structure de l'économie, du système économique. Et on reconnaît un groupement d'entreprises économiques à sa capacité à s'adapter au modèle politique en place et en vigueur. Et le GECAM... S'adapter même si ce modèle politique ne semble pas être porteur, ne facilite pas le déploiement des entreprises. Et le GECAM que nous connaissons est dirigé par un monsieur, justement, dont on connaît les épanchements politiques. Il dirige une structure qui était d'abord GICAM et qui a happé une autre structure qui était ECAM, qui était destinée justement au regroupement et à la promotion des petites et moyennes entreprises. Petites et de très petites entreprises. Vous comprenez? Donc, si vous partez de là, vous ajoutez encore que le monsieur qui dirige le GECAM a voulu être, il y a 3 ou 4 ans, consul honoraire d'un pays africain, le Rwanda, qui est un hub de commercialisation des ressources minières que lui-même, il ne produit pas. Mais je crois qu'il a toujours une dent contre ce gouvernement du fait qu'on lui a refusé justement l'exéquatur pour devenir ce consul honoraire-là, de ce pays-là, parce qu'on savait exactement ce qu'il cherchait, du moins dans les minutes des services d'intelligence. J'établis d'abord ces prolégomènes pour qu'on comprenne ce que je vais dire après. Le GECAM est un conglomérat d'entreprises qui assument des relations incestueuses avec les membres du gouvernement, du moins le régime d'abord de manière générale, mais certains membres du gouvernement qui influencent directement, je dis bien directement, l'existence des entreprises, leur fonctionnement et surtout les réseaux d'affaires et des lobbies au Cameroun et à l'extérieur. J'ai déjà établi tout. La raison pour laquelle d'ailleurs, qui a abouti à la fonte de l'ECAM dans JICAM, est justifiée par ces accointances-là. Parce qu'il y a un grand lobby au sein du regroupement des entreprises au Cameroun qui trouvait déjà mal que puissent leur échapper les petites et moyennes entreprises, PME, PMI, et les très petites entreprises et TPI, les très petites industries, qui étaient dirigées par M. Protais Ayagma. Ils ont pu trouver un compromis pour la fonte de ECAM dans GECAM afin de le mettre en coupe réglée au sein d'un même lobby, qui par ailleurs est contrôlé par un grand groupe, par des grands groupes d'entreprises françaises, c'est-à-dire du MEDEF, en France. Vous avez d'ailleurs vu, avec la visite d'Emmanuel Macron en 2023, juin-juillet, vous avez vu comment notre président du JICAM est venu, son propos, et comment il s'est aplaventré devant le président français, presque en supplication. Vraiment, je pense que c'est les faits parlent d'eux-mêmes. Res ipsa loquitur. Pour vous dire donc que nous n'avons même pas d'entreprise de transformation au Cameroun, de producteurs, nous nous avons des buy and sell internationaux, c'est comme ça que je les ai appelés depuis 4 ans. Des buy and sell internationaux qui se cantonnent juste à acheter et venir revendre au Cameroun. Et pour qu'ils puissent être toujours les plus en vue dans le circuit, ils s'arrangent à obtenir des monopoles, des pans entiers et des secteurs entiers de notre économie. Vous comprenez? Et celui qui en est d'ailleurs le président, comme d'autres, quand on dit dans le poisson, comme on dit dans les pâtes alimentaires, comme on dit dans les médicaments, comme on dit, identifiez-les. Vous comprenez? Ça, c'est là. La particularité donc de cela, puisqu'ils sont tous dans le péché de l'achat à l'extérieur et de la revente au Cameroun, et qu'ils ne veulent rien produire, ils ont anesthésié la politique d'impôt-substitution dont le président parle depuis 2008. La saignée des devises. C'est-à-dire que nous cessions d'importer ce que nous pouvons produire naturellement au Cameroun sur place. Et pour anesthésier cette politique d'impôt-substitution
qu'a demandé le président d'implémenter depuis 2008. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc rappelé les très petites et moyennes entreprises qui, justement, naissent au Cameroun, fonctionnent au Cameroun et qui touchent aux plus petits producteurs, qui motivent le plus petit producteur à toujours produire afin qu'elle transforme sur place et les remette au marché local. Voilà ce que ces grands groupements ont fait. Et avec donc la bénédiction de qui? Des apparatchiks du régime, notamment le ministre des Finances et le ministre du Commerce. Parce que, qu'ils ne vous trompent pas, tout promoteur d'entreprise au Cameroun d'une certaine échelle, société anonyme, pour ceux qui comprennent bien ce que je suis en train de dire, je ne parle pas des SAR, je parle des sociétés anonymes, c'est-à-dire dont le capital est assez important, c'est que pour vous en sortir au Cameroun, il faut rentrer dans le lobby de contrôle de celui de l'argentier du pays et de celui qui assure la régulation commerciale du pays, dont le ministre du Commerce. Voilà comment cela fonctionne. D'accord. Et vous allez donc vous rendre compte que la plupart ou l'essentiel des ministres des Finances, regardez toujours pourquoi Biya a toujours nommé pour l'essentiel, à part Ousmane Mey, je crois Simi Menyé qui a aussi été un peu qui a un cheveu dans la soupe aux finances. Il a la plupart des fois nommé toujours ses enfants ou ses frères du Sud au ministère des Finances. Parce que c'est là-bas qu'on arrive à contrôler les opérateurs économiques. Et le tout ministre des Finances, c'est qu'il faut absolument avoir le grappin de ces opérateurs économiques parce que le ministre des Finances, c'est là où il s'en sort. Là, j'utilise un terme pour que ceux qui nous regardent comprennent. Il s'en sort financièrement. Je vous prends un simple cas. Indice. Depuis l'année dernière, 2025, le président est déjà fatigué, ils le savent. Le ministre des Finances est devenu celui que le président, du moins, a amené le président à l'autoriser à opérer des emprunts nationaux et internationaux pour l'ordre de 3150 milliards cumulés en moins de 13 mois. Parce que je parle de janvier 2025. C'est-à-dire que 1000 milliards, je crois que le président a signé encore des textes l'autre jour. 1000 milliards, 800 milliards, 950 milliards, 350, 3000 milliards. Nous sommes à plus de la moitié du budget du Cameroun qu'ils ont fait signer au président en termes d'autorisation pour que le ministre des Finances emprunte de l'argent à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Qui est le bénéficiaire de tout cela? Ce sont ces grandes entreprises du GECAM. Parce qu'en fait, ces entreprises sont rentrées dans cette logique de compréhension selon laquelle les lignes 94 sont désormais coupées depuis les scandales qu'on a connus. Ligne 65, ligne 57, 94. Ils ont développé une autre stratégie, un autre mécanisme, un autre stratagème politico-économique pour pomper l'économie du pays. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'autres moyens. Alors, on emprunte donc massivement. Et regardez, à des taux d'intérêt qui sont de l'ordre usuraire. Donc commerciaux, 10%, 11% sur l'État. Avec les rétrocommissions qui vont avec. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, on remboursera encore avec nos impôts, on remboursera avec la douane, les entrées de douane et tout ce que vous comprenez, vous connaissez dans l'affaire. Voilà pourquoi vous voyez donc le président du GECAM, lorsqu'il le dit, ce n'est pas parce que il veut que vraiment un gouvernement arrive. Non, c'est parce que dans le gouvernement qu'on a annoncé, il voudrait que la position du membre ou des membres de gouvernement qui travaillent pour eux à l'intérieur de la machine évolue au niveau de décision, à un niveau de décision supérieur qui leur permettra d'être plus à l'aise dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord. Aussi simple que cela. Le GECAM ajoute qu'à ces contraintes structurelles qu'on a évoquées tout à l'heure, se sont ajoutées les séquelles de la période de post-électorale dont les effets se font encore sentir sur le climat des affaires et sur le moral des acteurs économiques. À cet égard, le GECAM aimerait rappeler qu'à la veille de l'élection présidentielle du 2 octobre, il avait déjà souligné avec force que les entreprises ont besoin de visibilité, de sécurité juridique et de lisibilité dans l'action publique pour pouvoir investir durablement. Il y a quand même un fonds. Est-ce qu'il n'y a pas un fonds qu'on est en train de contourner dans la sortie du GECAM, professeur? Merci de me donner la parole. Avant de parler, je vais d'abord me situer. Je vais parler en tant que sociologue de l'État, en tant que sociologue des élites politiques gouvernantes et en tant que sociopolitiste ayant travaillé sur les liens entre l'État et les milieux d'affaires. D'accord. La sortie du GECAM est bien entendu
une sortie calculée. C'est une sortie calculée qui vise à faire pression sur le président de la République, pas nécessairement dans la perspective qu'il y ait un gouvernement, peut-être même dans la perspective contraire, en dépit des apparences. Les problèmes que le GECAM pose peuvent être pertinents, mais est-ce qu'ils sont soumis de manière neutre? Est-ce qu'ils ne sont pas soumis dans une logique d'instrumentalisation? Parce que le GECAM lui-même, en tant que groupement, renvoie à une réalité qui est problématique, celle d'une économie conduite par des entreprises qui entretiennent l'extraversion économique au lieu de l'internalisation économique qui est nécessaire pour le pays. Ces entreprises-là sont précisément, malgré ce qu'elles peuvent laisser croire, le reflet d'une économie de dépendance et d'une économie de rente. Ça veut dire que ce sont des groupes qui prolongent dans le temps des intérêts qui étaient d'abord initialement des intérêts coloniaux et métropolitains. Et la domination de ces groupements économiques réprime la formation d'un milieu autonome des affaires au Cameroun et réprime ce dont précisément, en raison des exigences qui ont été imposées au Cameroun comme à d'autres pays africains, ce dont le pays aurait besoin pour essayer donc de créer une économie de transformation. Dans les canaux qui ont été imposés au Cameroun et aux autres pays africains, ceux de leur conversion forcée au néolibéralisme, il est entendu que l'État ne peut pas être le moteur de la croissance. La croissance est donc censée être portée par le secteur privé. Mais qu'est-ce qui fait la force véritable du secteur privé? Ça ne veut pas simplement être les groupements du sommet, qui par ailleurs sont des groupements essentiellement étrangers. Ce sont les petites, très petites et les moyennes entreprises qui peuvent donc constituer le tissu productif devant assurer la transformation. Il ne me semble pas évident que le GECAM travaille véritablement dans cette orientation. Et maintenant, sur l'opportunité d'un gouvernement, vraiment, si le président Paul Biya écoute ce que j'entends là, c'est qu'il écoute des noyeurs, comme on dit au quartier. Comment ça, des noyeurs? Il y a un cycle de l'État. C'est pour ça que je vous disais que je parle en tant que sociologue de l'État. Il y a dans les cycles de l'État un cycle gouvernant. Et l'un des instruments pour relancer les cycles gouvernants, ce sont les mouvements ministériels, ce que nous appelons commodément les remaniements ministériels. Est-ce que ce cycle a une périodicité, des repères? Oui, normalement, dans chaque État, il a une périodicité. Elle peut être plus ou moins longue, mais si vous n'utilisez pas ces instruments, vous introduisez dans l'État des blocages qui alimentent donc non seulement les perceptions en termes d'inertie, mais également des mécanismes de matérialisation de l'inertie qu'on va reporter au chef du système, c'est-à-dire au président de la République. Donc, ceux qui vont lui conseiller, soit parce qu'ils veulent rester occuper les positions, soit parce qu'eux veulent plutôt que la dynamique perçue et manifestée d'inertie se développe, trompe le président. Dans le fonctionnement du système gouvernant camerounais, on a toujours recouru jusqu'en 2019 à ces mécanismes. Ce sont les mécanismes normaux de fonctionnement. Il y a dans les cycles de l'État ce qu'on appelle les cycles politico-électoraux. Ça veut dire qu'un gouvernement gère les affaires publiques en ayant un œil sur ses intérêts électoraux.
Et ça peut être justement un élément qui peut biaiser certaines réformes que l'État va conduire. Parce qu'il s'intéresse aussi à savoir comment il peut faire plaisir à l'électorat pour être réélu. Donc, du point de vue institutionnel, la nomination aux membres de fonction du gouvernement est une prérogative discrétionnaire du président de la République. C'est lui qui détermine l'opportunité. C'est lui qui choisit les profils. C'est lui qui dit l'orientation. Mais, en termes de mécanique gouvernante, ce n'est pas parce que c'est une prérogative discrétionnaire du président de la République qu'on peut s'en passer, parce que l'État doit fonctionner. Oui. Et ce sont les mêmes, et c'est là où je vous dis que ce sont des noyeurs, ce sont les mêmes qui pointent ce qu'ils appellent à tort ou à raison les inerties, l'impuissance, l'incapacité du gouvernement, qui demandent que ça soit entretenu. À votre avis, pourquoi? Pour que le gouvernement et le président soient plus faibles. En réalité, ce qu'on appelle un gouvernement est strictement nécessaire. Maintenant, c'est le président qui choisit qui il va mettre dans son gouvernement. D'accord. Pour terminer, le GECAM a parlé de rupture. Ce n'est pas le GECAM qui peut parler de rupture. Parce que, comme j'ai dit, lui-même, il est un élément du problème qu'il prétend résoudre. À la limite, c'est l'autorité politique, en fonction de ses choix et de ses intérêts, qui peut parler de rupture, qui peut parler de tempérance, de conservation, qui peut parler de recomposition graduelle de l'action. Que l'autorité publique se regarde lui-même dans le miroir et décide de ce qu'il veut faire. Il doit quand même écouter. Non, bien sûr qu'il doit écouter, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Un leader institutionnel comme le président de la République ne peut pas gouverner le Cameroun sans écouter le Cameroun et les différentes composantes du Cameroun, que ce soit les composantes d'en bas, les composantes basiques, les composantes populaires, que ce soit les composantes intermédiaires, oui, que ce soit les composantes le patronat est quand même une composante importante dans un pays. Il doit écouter avec la capacité que lui procure sa position de faire une synthèse pertinente. D'accord. C'est un peu ce qu'il faudrait dire sur la question. Pour terminer donc, oui, précisément parce que il y a une nécessité de recomposer l'action pour aller vers le véritable objectif pertinent, c'est-à-dire l'internalisation économique. On a précisément besoin aussi, ce n'est pas ça seul qui va résoudre les problèmes, nous sommes tout à fait d'accord, on a aussi besoin de renouveler le gouvernement. Renouveler le gouvernement ne veut pas dire nécessairement qu'on va chasser tout le monde ou qu'on va appeler tout le monde. Ça, ce sont les choix que le président fera. On a entendu les uns les autres dire tout à l'heure que le président était dans la première thématique, un peu sourd, un peu muet aux appels, aux revendications et autres. À la deuxième thématique, on a l'impression qu'on encourage un président qui n'écoute pas, qui ne devrait même pas écouter le GECAM parce que le GECAM n'a pas le droit. C'est ça, Elie Bilobe? On a déjà eu ici à réfléchir sur les sons de cloche. Les gens se sont émus dernièrement que les gens des églises, les ministres du culte, expriment des points de vue. Moi, j'ai défendu le principe qu'ils doivent aussi exprimer leur point de vue. Je suis pour que les milieux d'affaires expriment aussi leur point de vue. C'est normal, je trouve ça normal. Sauf que je constate que chaque fois que le GICAM, d'abord et maintenant le GICAM, s'exprime, son combat essentiel, c'est la réduction de la contribution qu'ils peuvent apporter au fonctionnement de l'État. Ils demandent toujours la fiscalité. Ils ont les problèmes de fiscalité toute la vie. Si ce n'était que... Non, c'est légitime. Non, ce n'est pas légitime. Vous-même vous êtes dans les affaires, est-ce que ce n'est pas légitime? Non. Tu m'as posé la question, non? J'ai dit que non, ce n'est pas légitime. Ouais. Puisque s'ils sont des vrais producteurs de richesses, cette richesse-là, c'est elle qui finance l'État. Pour que l'État construise les routes et patati et patata.
Si eux, ils sont donc dans la quête permanente de la diminution de leur contribution au financement de l'État, Et de il y a l'augmentation de un leurs antagonisme, privilèges. il y a quelque chose qui ne va pas dans leur comportement. Ils ne veulent pas contribuer au financement de l'État. Ils veulent contribuer à leur enrichissement personnel. C'est-à-dire que si on disait à Tawamba de fixer Le niveau de la fiscalité, de la définir, il dirait que les entreprises ne payent même pas. Non, il ne dira pas ça. Ah d'accord. Il dira qu'elles payent Il faut à réduire, quelle il faut réduire. proportion. Il y a la pression Il fiscale dirait qu'elles payent à quelle énorme. proportion. La pression fiscale. Nous venons énorme. d'assister à un désordre. Ce ministre des Finances qui est accusé d'être en accointance avec les milieux d'entreprises privées, c'est lui qui refuse qu'une entreprise privée qui est en fin de concession, la SGS, soit remplacée par une entreprise nationale, transatlantique DC, Oui. qui opère déjà dans le port de Kribi. Personne ne s'est plaint que Transatlantique ne travaille pas bien à Kribi. La SGS a été amenée ici au Cameroun parce que la douane était corrompue et que les recettes douanières étaient donc minimisées en raison des fausses déclarations, du fait qu'on ne connaît pas exactement la nature des marchandises qu'on déclare. Quelqu'un amène des voitures, il déclare l'eau minérale. La corruption est là. Et c'est Bia qui a amené la SGS. Avant Bia, il n'y avait pas de SGS ici. La SGS est arrivée, elle était chargée de donner la véritable nature des marchandises pour qu'on ait la véritable taxation, tarification douanière. Oui. Et optimiser donc les recettes douanières. La SGS n'a pas rempli ses missions. Elle est en fin de concession. Le directeur général du port, qui doit connaître les marchandises qui entrent et qui sortent, on veut lui interdire parce qu'il n'est pas acquis au milieu d'affaires privées, à qui il demande de payer les justes prix dans les transactions portuaires. Alors il faut le briser. On s'oppose donc au remplacement de la SGS. Et on paye la presse privée pour parler du matin jusqu'au soir, pour défendre des intérêts étrangers, comme on a voulu défendre les intérêts étrangers sur la question du parc à conteneurs. Cyrus Ngo a défendu les intérêts nationaux. Donc, quand j'écoute le JICAM, ou le GK maintenant, je suis dans ce que Elundou a dit. Que le fait que le gouvernement reste là, ça les dérange en quoi? C'est leurs amis. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange pas du tout, ils mentent. Comment ça, il ment? Mais il se plaît de Les arguments sont là. Il dit que les arguments sont là. répète ce qu'il dit. J'ai essayé de Et je dire. réponds argument après argument. D'accord. Il Non, dit non, que ça va quoi? prendre du temps. Voilà. Il dit donc. Mais les derniers arguments, Oui. le patronat plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée Arrête-toi là. et résolument Arrête-toi là. orientée vers l'action. Et Arrête-toi. à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées Arrête-toi là. en août 2025. Très bien, arrête-toi là. Gouvernement resserré. Quels sont ceux qui ont soutenu ce président et son régime? Mais tu peux soutenir tout en mettant des réserves. Ah bon, hein? Que oui. Donc quand vous soutenez quelqu'un que vous-même vous savez que ça ne marche pas, Non, lui, et vous soutenez il y a ça. quand même 2 ou 3. Alors moi je vais faire au GCAM Oui. une proposition. D'accord. D'abord parce que nous battons pour que les Camerounais qui ont un peu de science et de technique et qui peuvent donc produire soient soutenus pour qu'il y ait une production nationale qui peut être vendue à l'étranger et ramener des devises. Ces entreprises-ci vendent quoi à l'étranger? Elles produisent quoi ici au Cameroun qu'elles vendent à l'étranger? Mais donnez-leur le cadre qui permet qu'elles produisent.
elles ont le cadre qui leur permet d'importer. Le cadre, oui, pour le moment, c'est Oui, voilà, d'accord. Donc, ça, là, Et voilà donc le problème. Maintenant, vous dites qu'il y a des problèmes. Voilà donc le problème. Oui. Je vais te dire, quand j'étais petit, on produisait l'aluminium à Edea. Une partie de cet aluminium servait à produire des tôles avec Alubassa. Produire des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, des gens ont préféré casser cette dynamique pour importer l'aluminium laminé et faire mouler des tôles ici. Et on a fait disparaître les ustensiles de cuisine produits au Cameroun à partir de l'aluminium fabriqué au Cameroun. Je te donne un autre exemple qui est très important. La pêche. Quand j'étais petit, on a commencé à avoir des Camerounais qui ont des chalutiers, Mandingue Ambroise, avec Neptune, qui n'est pas Neptune Oil. Avant Neptune Oil, il y a eu Neptune de Mandingue Ambroise, qui avait un daïdo, qui avait des chalutiers, qui pêchaient, qui a remplacé les Cotonec. Cotonec, oui. Sipec, qui étaient des comptoirs de la SNI. Non, la Société Nationale d'Investissement avait des participations là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette mentalité-ci, cette catégorie de groupement d'hommes d'affaires-ci, ils ont cassé toute la dynamique. Ils ont anesthésié la MIDEPECAM, qui encourageait le développement de la pêche artisanale, avec le partenariat avec le Canada, qui mettait à la disposition des organisations paysannes, des filets, des hors-bords, etc. On a cassé ça pour qu'on soit remplacé par l'importation au profit des membres du GICAM, dont l'un s'appelle Congelcam. Avec la complicité de qui? 300 milliards de devises. Avec la complicité de ce gouvernement. Avec leur gouvernement qui il veut donc changer ça. Pourquoi? Alors que c'est bon. Parce que quand moi je veux le changement, je veux le changement pour que on encourage les Batanga qui sont nés pêcheurs à avoir leurs équipements, qu'ils aillent pêcher, qu'ils ramènent du poisson, qu'ils le congèlent, et patati et patata. Je veux qu'on encourage la production de la viande au nord, qu'on ne transporte plus les bœufs. Les bœufs n'ont pas besoin d'être transportés à Douala, à Yaoundé. Il y a plus d'industrie que là-bas. Je veux que les bœufs sont élevés au nord, on les abat au nord, on les dépêche au nord, on les stocke au nord, et les négociants vont acheter pour distribuer. Pour que le travail du bœuf développe des emplois au nord. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent des bœufs qu'on balade partout, qui viennent marcher sur les rues de Douala pour chercher l'herbe à manger. Je ne vois pas l'herbe à Douala. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Parce que ils veulent tout ce qui se ramène au commerce. Je vais dire à Tawamba que depuis que vous êtes au GICAM, est-ce que vous avez déjà posé le problème du recrutement dans vos entreprises des populations autochtones qui hébergent vos entreprises? Vous avez déjà posé ça? Vous voulez seulement qu'on vous réduise la fiscalité. Combien de vos entreprises, toutes 80% des entreprises du GICAM sont installées à Douala? Vous utilisez combien de Douala? Voilà, bonne question.